Bonjour et bienvenue sur la chaîne, c'est le Dr Chopra. Il y a plus de 1,3 milliard de fumeurs dans le monde et c'est la première cause de mortalité évitable en France. Donc on va en parler, non pas pour faire culpabiliser, mais pour apporter des informations précises sur le sujet pour ceux qui veulent. Vous sortirez de cette vidéo en sachant absolument tout sur le tabac. Déjà, comment savoir qu'on est dépendant? Si vous ressentez 3 des critères que je vais citer, c'est le cas. Premièrement, vous avez un désir puissant voire compulsif à utiliser la substance. Deuxièmement, vous avez du mal à contrôler son utilisation. Troisièmement, quand vous diminuez ou arrêtez la consommation, ça vous entraîne des symptômes physique, ce qu'on appelle le syndrome de sevrage. Quatrièmement, vous avez petit à petit besoin d'une plus grande consommation pour ressentir l'effet que vous voulez. Cinquièmement, vous abandonnez les autres sources de plaisir pour consommer la substance et vous augmentez le temps passé à vous la procurer, à la consommer ou à récupérer de ses effets. Sixièmement, vous poursuivez la consommation alors que vous avez eu des effets néfastes. L'addiction au tabac, ça fait intervenir plusieurs mécanismes. Une dépendance physique, pharmacologique, qui est due à la nicotine, avec un passage très rapide jusqu'au cerveau quand elle est fumée, c'est l'effet shoot, elle va se fixer sur les récepteurs et stimuler les systèmes de récompense. La dépendance, deuxièmement, psychologique, ça c'est lié aux effets positifs que le fumeur va associer à la cigarette, le fait de se relaxer, de réfléchir, l'effet coupe-faim. Et troisièmement, la dépendance sociale, ça c'est lié aux situations qui peuvent déclencher l'envie réflexe de fumer, moments de convivialité, prise avec d'autres substances comme le café, comme l'alcool, le cannabis, etc. Alors qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la fumée du tabac? La fumée du tabac, c'est un aérosol, donc un mélange de gaz et de particules. Ces particules, elles sont minuscules, ce qui leur permet, comme des petits filous, de passer dans les alvéoles au niveau des poumons et dans la circulation sanguine. Dans le tabac non brûlé, on a environ 2500 composés chimiques qui passent entre 4000 et 7000, dont au moins 70 sont cancérigènes lors de la combustion, qui peut atteindre les 1500 degrés. La composition du tabac, elle varie en fonction du type de tabac, du mode de séchage, des traitements qui sont appliqués, des additifs, etc. Mais on retrouve toujours, premièrement, la nicotine, qui est le principal responsable de la dépendance, mais qui n'est pas cancérigène en tant que telle. Deuxièmement, les goudrons, c'est la principale substance responsable des cancers, qui vont transformer les cellules des bronches. Troisièmement, les agents de saveur. Quatrièmement, les radicaux libres, qui vont baisser les défenses de la paroi des alvéoles. Cinquièmement, des gaz toxiques, dont le monoxyde de carbone, qui vont créer un manque d'oxygène dans le sang et être responsables des maladies cardiovasculaires. Sixièmement, des métaux lourds, comme le cadmium, le mercure, le plomb ou le chrome. On est considéré comme non-fumeur si on a fumé moins de 100 cigarettes dans sa vie et ex-fumeur si on a arrêté totalement pendant 1 an. Plusieurs modes de consommation de la nicotine existent. Premier mode, le mode inhalé, après une combustion à haute température, tout ce qui est cigarettes manufacturées, vendues donc dans les tabacs, les cigarettes roulées, le cigare, la pipe, la chicha, etc. Deuxièmement, l'inhalation après combustion incomplète, donc tout ce qui est tabac chauffé. Troisièmement, inhalé sans combustion, donc la cigarette électronique, les puffs, le snuff. Quatrièmement, le mode ingéré, le snus, qui est un tabac humide en sachet dont la vente est interdite en Europe, sauf en Suède, et le tabac à chiquer. Un petit peu d'épidémiologie car ça concerne énormément de monde. On a dit qu'il y a 1,3 milliard de fumeurs dans le monde et 80% vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. En 2020, 22% à peu près de la population mondiale fumait, majoritairement des hommes. En France, en 2021, entre 18 et 75 ans, il y avait 15 millions de fumeurs. On a une évolution de ces chiffres avec une baisse du tabagisme à partir de 2017, attribuée à plusieurs facteurs dont le prix, et une réaugmentation à partir de 2020 liée à l'épidémie Covid et à une augmentation du nombre de femmes fumeuses et des personnes sans diplôme. Malheureusement, le tabac reste un puissant marqueur social, avec plus de fumeurs chez les personnes n'ayant pas de diplôme, un revenu faible ou une mauvaise situation professionnelle. En 2021, par exemple, en comparaison, 36% des personnes n'ayant aucun diplôme fumaient, contre 17% chez les personnes ayant un diplôme supérieur au bac. On a une baisse du tabac et de la chicha chez les jeunes en 2021 et une légère hausse de la consommation de cigarettes électroniques. Alors comme vous le savez sûrement, le tabac il est responsable d'une quantité phénoménale de maladies. Dans le monde, il y a 8 millions de morts à cause du tabac tous les ans et 1,2 million de morts à cause du tabagisme juste passif. Un fumeur sur 2 va mourir plus tôt à cause d'une maladie liée au tabac. En France, en 2015, sur 580 000 décès, 75 000 décès étaient dus au tabac. Il est responsable d'un cancer sur 4 et de 80% des cancers du poumon, donc un fumeur a 15 fois plus de risque de développer un cancer des poumons qu'un non-fumeur. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel fumer ne représente pas de risque. Le risque dépend surtout de la durée du tabagisme, mais une cigarette par jour pendant 20 ans représente un risque très élevé. Le tabagisme passif augmente le risque de cancer du poumon de 26%. Il est responsable également de bien d'autres cancers, ORL, œsophage, la vessie, le rein, l'urètre, l'estomac, le côlon, le rectum, le foie, le pancréas, le col de l'utérus, l'ovaire et la leucémie myéloïde,
pour en citer quelques-uns. Après les cancers, il y a les maladies cardiovasculaires. Le tabac multiplie par 20 le risque d'en développer une. Les crises cardiaques, l'hypertension artérielle, les artères de tout le corps qui se bouche, les AVC, les anévrismes de l'aorte. Le tabagisme passif augmente de 20 à 30% le risque de décès par une maladie cardiovasculaire. Ensuite arrivent les maladies pulmonaires, dont fait partie la fameuse BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. 3,5 millions de personnes sont touchées en France, dont 2 tiers n'en ont même pas conscience. Ça donne aussi de l'asthme. Et le tabagisme passif va augmenter le nombre d'infections ORL, dont les rhinites, le nez qui coule, le nez bouché, tout ça, et les infections pulmonaires et également la mort subite. Pendant la grossesse, le tabac augmente les fausses couches, donne des retards de croissance, des grossesses à l'extérieur de l'utérus et des accouchements prématurés. Au niveau des dents, c'est une catastrophe. Ça donne une coloration des dents et des problèmes dentaires importants comme les déchaussements par exemple ou les infections. Au niveau de la peau et au niveau esthétique, n'en parlons pas, ça augmente l'acné, ça fait vieillir la peau extrêmement plus vite, ça assèche la peau et ça donne une couleur aux ongles. Le tabac il favorise aussi le trouble panique, certaines maladies psychiatriques comme la schizophrénie, j'en ai fait une vidéo complète si ça vous intéresse, la dépression, l'anxiété. Au niveau sexuel, ça diminue la fécondité, ça entraîne des troubles de l'érection. Bref, il y a toute une liste, je vais m'arrêter là pour les maladies, ça en fait déjà pas mal, ça en fait beaucoup et sinon je suis encore là demain. Maintenant, comment arrêter de fumer? Le rôle du médecin, c'est au minimum d'aborder le sujet avec le patient chez un fumeur et lui demander son état d'esprit, si il ou elle est animé d'une motivation pour arrêter ou pas. Car s'il n'y a pas de motivation personnelle, il n'y aura pas de prise en charge possible et tout ce qu'on pourra dire sera inutile. Le fait d'évoquer à minima le sujet permet parfois de déclencher un petit déclic et de pouvoir en reparler et informer le patient lors des autres consultations. Il existe des patchs nicotiniques qui vont doubler les chances de succès de l'arrêt du tabac. Ils sont efficaces que s'ils sont pris à la bonne dose et pendant assez longtemps. Il vaut mieux être surdosé en nicotine par le patch et ne plus avoir envie de fumer avec potentiellement quelques effets indésirables, mal à la tête, nausées, bouche pâteuse, sécheresse, le cœur qui bat vite, que d'être sous-dosé et que ça marche pas et qu'on reprenne la cigarette. Il existe aussi des pastilles, des gommes à mâcher qu'on peut utiliser jusqu'à 30 fois par jour à chaque fois qu'il y a une envie importante de fumer, même sous patch. Si vous allumez une cigarette alors que vous avez un patch ou que vous avez pris une pastille, il ne faut pas retirer le patch. Ça vous met pas en danger, vous pouvez avoir un peu d'effet indésirable cités juste avant. Ça veut pas dire qu'il y a un échec des patchs, mais juste que c'est pas assez dosé et donc faut en parler à votre médecin pour ajuster les doses. En plus de tout ça, l'accompagnement psychologique est crucial, très important avec un renforcement de la motivation, une psychothérapie de soutien, une thérapie sur la cognition, le comportement permettant de modifier les comportements vis-à-vis de la consommation de tabac et l'accompagnement y compris téléphonique par le 3989 Tabac Info Service par exemple. Qu'est-ce que ça fait d'arrêter de fumer? En 20 minutes déjà, le rythme cardiaque et la tension vont s'améliorer. En 8 heures, le taux de monoxyde de carbone diminue de moitié dans le sang. En 2 jours, il n'y a plus de nicotine dans le corps, le goût et l'odeur s'améliorent. En quelques semaines, la toux diminue, la peau devient plus belle. Alors attention, il y a une augmentation transitoire temporairement de la toux au début, parce que les cellules des bronches vont se reformer. En quelques mois, amélioration des performances sportives et du souffle. En 1 an, diminution du risque d'AVC ou d'accident cardiaque. En 10 ans, diminution de risque de cancer et augmentation de l'espérance de vie. Qu'en est-il de la cigarette électronique? C'est un dispositif avec une batterie, avec une cartouche contenant un liquide et une résistance. Quand on inspire, le liquide est chauffé, mélangé à l'air et il est diffusé sous forme de vapeur. Il n'y a pas de combustion du tout, ça brûle pas, donc il n'y a pas de monoxyde d'azote ou de goudron, 2 éléments qui sont très toxiques pour l'organisme, présents dans la cigarette. Le liquide, il contient des substances aromatiques variées, tabac, menthe, pomme, etc. Du propylène glycol, de la glycérine végétale, des additifs et de la nicotine. Les données actuelles suggèrent que l'utilisation d'une cigarette électronique peut être utile pour arrêter de fumer, en association avec d'autres méthodes qu'on a vues, mais il faut que les produits soient normés et viennent de France et pas de l'étranger. Par contre, il faut évidemment pas débuter la cigarette électronique chez un non-fumeur en se disant que c'est pas néfaste. Plusieurs mesures en France ont été instaurées pour freiner l'exposition du tabac. L'interdiction de la publicité, l'augmentation répétée du prix, la protection contre l'exposition du tabagisme passif dans les lieux publics, dans les lieux de travail, la dénormalisation du tabac avec le paquet neutre, avec des campagnes d'information. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura appris des choses sur le tabac. Il y a beaucoup de choses à dire. Elle a pour but d'apporter des informations globales sur le sujet et non pas de faire culpabiliser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était le Dr Chopra. Ciao, bye!